reçoivent une petite notification sur leur téléphone. D'accord. Le temps qu'ils prennent leur téléphone, qu'ils Ouais, tu as chanté un peu en voilà, attendant. je vais chanter. Voilà, on est de retour à nouveau après cette passionnante présentation de Michel Barthélémy au stand des chefs décorateurs. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. S'il y a des questions qui sont pertinentes, je vais les relayer. Et on est ici, je pense que vous le voyez derrière, sur le stand de la CCHSCT, en compagnie de Didier Carton, qui a gentiment accepté de nous recevoir pour présenter ce qu'est la CCHSCT et puis mettre l'accent sur tout ce qui était sécurité sur les tournages. Bonjour Didier, alors est-ce que tu pourrais te présenter rapidement, parler un petit peu, je pense, de ton parcours et puis ensuite présenter l'organisme pour lequel tu travailles. Oui, bonjour à tous. Alors Didier Carton, donc je suis ce qu'on appelle le délégué à l'hygiène et à la sécurité du Comité central d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail, puisque c'est l'appellation complète. Et donc ma mission à moi, c'est de faire en sorte que la prévention des risques professionnels s'améliore sur les lieux de tournage et que les conditions de travail soient aussi en amélioration. Donc en fait, le Comité central d'hygiène et de sécurité, c'est dans les entreprises de plus de 200 salariés, jusqu'aux ordonnances Macron en tout cas, c'était une instance représentative du personnel qui permettait de travailler la sécurité dans les entreprises. Le cinéma est constitué d'une myriade de petites entreprises qui n'atteignent pas le seuil d'élection de représentants du personnel. Et donc les partenaires sociaux au niveau national ont décidé de créer une instance centrale, une instance paritaire, où siègent les représentants des salariés et les représentants des producteurs, de façon à traiter des problèmes de santé au travail et de conditions de travail. Donc moi, je vais de lieu de tournage en lieu de tournage pour donner de l'information, pour voir comment ça se passe, pour donner des conseils, mais aussi pour prendre un peu le pouls de la profession, des technologies, des pratiques, de façon à imaginer de la prévention qui viendrait arroser un petit peu tout le secteur, que ce soit au travers des studios de production dans lesquels on va tourner, ou bien d'autres sujets divers et variés. Voilà. Aujourd'hui, le sujet du harcèlement est sur la table. On réfléchit à ce qu'on doit faire et ce qu'on peut faire pour remédier à ce genre de problématiques au niveau de la branche. Bien sûr au niveau des situations quand on en est saisi, ce qui est pour l'instant assez rare, mais pour le coup, on essaye de penser des dispositifs qui viendront toucher l'entièreté du secteur de la production ciné. Voilà. Ok, et comment ça se passe pour que tu viennes sur les tournages? On va essayer d'être didactique. Oui. Est-ce que les gens t'appellent? Est-ce que vous faites des contrôles? Qu'est-ce que vous contrôlez sur les tournages? Comment ça se passe précisément? Alors, tout est possible. Pour le coup, mon téléphone s'affichera en bas de l'écran. Plus sérieusement, on pourra donner mes coordonnées. Donc effectivement, on peut m'appeler. Mais les productions ont une obligation, c'est de déclarer leur production auprès des CHSCT. Alors en fait, il y a deux CHSCT. Il y en a un qui s'occupe de tout ce qui est cinéma, publicité et documentaire, et il y en a un qui s'occupe de l'audiovisuel. Et donc les productions sont obligées de déclarer leur production auprès de ces deux instances. Donc moi, je suis théoriquement informé de l'entièreté de ce qui se passe sur le secteur. Donc j'y vais spontanément. On peut m'appeler aussi sur problème. On peut aussi m'appeler, et je le préfère largement, en amont, en préparation, parce que c'est toujours plus productif de penser les situations de travail avant qu'elles ne soient là, que de constater que c'est pas terrible et de demander 2 secondes avant le clap d'y remédier. C'est assez peu, c'est pas très marketing déjà, et d'autre part c'est peu productif. Donc en fait, moi, j'invite un peu les professionnels à repenser le rôle. Je ne suis pas un inspecteur du travail, clairement pas. Je ne suis pas un contrôleur de qui que ce soit. En fait, je suis une ressource qui est accessible pour le cinéma et qui peut m'utiliser, qui peut m'appeler pour résoudre des problèmes plutôt en amont, mais pourquoi pas en aval. Je veux dire, il n'y a pas de problème. Une situation qui a déraillé et sur laquelle on veut comprendre et y remédier, je peux aussi intervenir. Je suis fondé à faire ce qu'on appelle des enquêtes. Alors il ne s'agit pas d'enquête pour déterminer des responsabilités, mais pour comprendre des mécanismes qui mènent à l'accident et qui permettent d'y remédier ou en tout cas d'anticiper de prochaines organisations pour éviter que ça ne se reproduise. Et alors évidemment, ACDC, c'est un groupe qui
qui parle beaucoup de régie, qui parle régisseur, la FR aussi, évidemment c'est une association de régisseurs. S'il y avait pour toi des points primordiaux sur lesquels il faut être intransigeant sur un tournage, tu dirais quelles sont les erreurs que tu vois le plus fréquemment? Je parle au niveau de la régie. Bon, je ne parlerai pas d'erreurs. Moi, ce que je remarque quand même, c'est que s'il y a un risque qui est quand même très grave, c'est le risque routier. Je veux dire, si on risque de perdre sa vie au cinéma, il y a des cascades, il y a des choses assez acrobatiques, mais au quotidien, c'est quand même la route. Et la régie est souvent amenée à convoyer, est souvent amenée à ouvrir le chantier le matin, à le fermer le soir. Et donc forcément, on peut avoir des cumuls de fatigue. Et puis vous êtes amené aussi à fermer des rues qui sont ouvertes au public normalement. Donc la maîtrise du trafic et aussi des déplacements de l'équipe, c'est un vrai sujet. Et quand on parle d'amplitude horaire, je vous apprends rien puisque vous êtes régisseur, on commence avant les autres et on finit après. Forcément, ça fait des journées terribles. Et le point de vigilance, c'est d'éviter ça. Parce qu'il n'y a pas de vaccin contre la fatigue. Il y a eu des expériences de menées où on essayait d'empêcher les gens de dormir. Ils dorment. De toute façon, il y a un moment où vous pouvez affamer quelqu'un, vous pouvez l'assoiffer. C'est terrible, mais il tient. En revanche, dormir, on ne peut pas l'empêcher. Et donc, les gens qui s'endorment au volant, ils ont quelques chances de décéder. Et ça, c'est le risque grave par excellence. Il y a des chiffres un petit peu dans la profession ou pas? On est assez mal placé pour beaucoup de raisons. Déjà parce que petit à petit, la profession prend conscience du risque et elle s'organise. On dédouble les équipes, donc il y a des solutions. Donc, Dieu merci, les gens apprennent. Et donc, voilà, ça minore le risque. Mais moi, je suis arrivé à ce poste il y a 2 ans et demi. Je suis arrivé, il y a eu 2 décès liés à la circulation pour des professionnels du cinéma. Depuis, j'en ai pas entendu parler, il n'y a pas eu d'autres événements, mais c'est quand même un risque. On est sur un secteur, et la fiche, je vous le montre derrière, c'est qu'on a essayé de représenter ça, on a assez peu d'accidents, en tout cas d'accidents visibles, j'y reviendrai, mais on a des situations de risque qui sont quand même répétées, courantes, des installations électriques dangereuses, du matériel qui n'est pas toujours en très bon état, du travail en hauteur, des risques liés à l'embarquement de personnes dans les coffres de voitures, enfin j'en passe, c'est des meilleurs. Et puis il y a des choses un peu invisibles, et en ce qui vous concerne c'est le cas. Les amplitudes horaires, c'est assez difficile à voir quand moi j'arrive sur un tournage, à quelle heure vous avez pris, à quelle heure vous avez fini. Donc sur des chiffres, pour revenir à votre question, il y en a assez peu parce que effectivement, on est dans une logique économique qui est un peu particulière. L'intermittence a de nombreux mérites, elle a aussi quelques défauts. Et le défaut, c'est ça, c'est que quand on a un accident, s'il est bénin, on ne le déclare pas. Et donc quand on sait qu'il faut peut-être 50 bénins pour un grave, on se prive de toute une information épidémiologique qui pourrait nous renseigner et amener des mesures de prévention avant d'arriver à la catastrophe. Donc moi, j'ai assez peu de visibilité sur les accidents parce qu'en fait, ils sont assez peu déclarés. Un accident pas déclaré, c'est un accident invisible sur lequel on ne peut pas tirer d'enseignement. Donc ça, c'est un vrai biais de notre système. L'intermittence fait que les gens ont besoin de travailler, quitte à être un peu blessés, ils ne déclarent pas. Alors quand effectivement, il y a les pompiers sur le bord de la route et qu'on ramasse la voiture, là, bien sûr, on déclare. Mais un petit accrochage, un petit incident qui pourrait se passer le soir et qui nous renseignerait sur l'état de fatigue de quelqu'un, il n'est pas déclaré à l'assurance pour réparer la voiture, mais il ne fait pas l'objet d'une déclaration et on ne peut pas mesurer l'ampleur du phénomène. Voilà, ça c'est un biais qui traverse toute la profession. C'est vrai pour le risque routier, c'est vrai pour des risques machines, pour les gens qui travaillent à la déco, c'est vrai sur tous les secteurs. Et ça, c'est pour moi, préventeur, qui m'occupe de prévention, j'aime pas ce mot, mais c'est comme ça qu'on nous appelle. C'est une source d'enseignement dont on est privé, mais bon, on sait qu'il y a des risques et on essaye de les prévenir avant qu'ils arrivent à la catastrophe. Voilà. Et c'est justement pour revenir sur cette histoire de fatigue, c'est vrai que c'est une réalité, et pour beaucoup de métiers, je pense aussi à la déco, par exemple, qui ont des amplitudes horaires aussi assez conséquents. Quelles seraient vos recommandations quand on est fatigué en fait en gros, je pense qu'il faut en parler avec son chef de poste. Mais souvent, comme vous disiez, on est dans un métier, donc l'intermittence, on n'ose pas dire qu'on est fatigué, on n'ose pas dire qu'on part en vacances, on n'ose pas. Et c'est vrai que qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'un jeune régisseur? Qu'est-ce qu'il fait quand il est confronté à une situation comme ça où il est vraiment fatigué, il a peur pour son intégrité physique et parfois en plus on transporte des personnes. Oui. Donc pour l'intégrité physique des gens qu'on transporte. Bon.
Je ne vais pas faire le yaka faucon et le donneur de leçons. Voilà, je suis le plus mal passé pour faire ça. C'est pas moi qui ne fait pas votre métier qui vais vous donner des leçons. Je pense que la profession, elle a des solutions déjà. C'est-à-dire que dédoubler les postes. Oui. Alors vous allez me dire que tous les films ne le permettent pas, il n'y a pas les budgets. Ok, on est C'est d'accord. en train de, ça vient, ça rentre C'est en dans train les de mœurs. bouger. Oui, Voilà. Moi, j'encourage vraiment, Ouais. quand je croise les équipes, dires de prod et les équipes, à dédoubler les postes. C'est une mesure importante, évidente. Le convoyage, je veux dire, convoyer des équipes par la régie, ça peut peut-être se faire autrement. Ramener les véhicules, c'est de l'allongement du temps de travail, alors qu'aujourd'hui, on sait convoyer par des gens dont c'est le métier. Alors ça, Donc, je peux vous le confirmer. Ouais. Voilà. Moi, quand j'ai commencé ce métier en 2004, la régie convoyait systématiquement son camion. Voilà. Même si les autres camions étaient convoyés, la régie convoyait ses camions. Et ça a vraiment évolué dans le métier. Donc voilà. Donc il y a des choses qui se mettent en place. Moi, ce que j'appelle, c'est que ça se généralise. Et puis, je pense que les problèmes de risque professionnel dans de nombreux secteurs et sur de nombreux sujets, c'est un peu de l'isolement. C'est-à-dire que on sait qu'il y a quelque chose et on n'ose pas en parler. Et je crois qu'il faut apprendre. Un mot professionnel, moi je pense, c'est quelqu'un qui sait dire où il a un problème et solliciter le collectif de travail pour le résoudre. Et ça peut aider le collectif et puis ça peut permettre aussi de progresser dans son métier. Donc il n'y a pas de honte, enfin je veux dire, on ne sait pas tout. Vaut mieux dire écoute, je ne le sens pas aujourd'hui et on trouvera une solution plutôt que d'y aller et puis de s'écraser avec la voiture et le comédien à l'arrière. Je veux dire, le sens des responsabilités, c'est aussi ça. C'est-à-dire que, bien sûr que la prévention des risques, le premier responsable, c'est le chef d'entreprise, parce que c'est lui qui fixe les conditions d'exercice du travail. Donc c'est lui qui doit aussi penser la prévention et les mesures de prévention. Mais aussi, c'est un peu l'affaire de tous. C'est-à-dire qu'il y a un moment où ne rien dire, ne pas s'exprimer sur une problématique de santé au travail et de fatigue et de risque, c'est aussi irresponsable. Moi, je vous invite vraiment à endosser, à prendre votre place de ce point de vue-là et à dire, voilà, trouvons une solution parce que là, voilà. Alors bon, bien sûr que peut-être un jour, vous aurez une mauvaise réaction, mais vous vous regarderez peut-être un peu plus honnêtement et puis on grandit de ces refus et on grandit de trouver des solutions. Donc voilà, l'invitation c'est sortez de l'isolement. On a des professions où des collectifs se fédèrent autour d'un projet de film pendant un temps un temps court, et puis ça éclate et en fait on a un problème, c'est que le collectif de travail en fait il existe assez peu. Et il ne peut exister que quand on dialogue sur des sujets professionnels. Et donc, oui, parlons de nos problèmes, résolvons-les ensemble et on progressera, je le crois. Voilà. Je pense que c'est aussi au chef de poste de savoir où est la limite et puis de se rendre aussi accessible à ses équipes, suffisamment accessible pour qu'on soit capable d'aller vers lui pour lui dire là attention, j'ai mal dormi ou j'ai eu une charge de travail trop importante cette semaine et je ne me sens pas de le faire. Oui, non, mais bien sûr, là, c'est une des qualités de l'encadrant, du manager, vous l'appelez comme vous voulez, du chef de poste, d'écouter ses équipes et à la rigueur, idéalement d'anticiper. Oui, évidemment. Ceci dit, ils sont tous très chargés aussi et les sortir de leur isolement aussi, c'est aussi leur parler et de vos problèmes. Donc allons-y, quoi. N'hésitons pas. Et c'est vrai qu'en tant que chef de poste, ce qu'on préconise à nos équipes de ne pas faire des journées trop longues, en tant que régisseur général, c'est souvent qu'on fait l'ouverture et la fermeture aussi. Donc c'est vrai que c'est compliqué de donner la leçon à ces équipes sans montrer l'exemple. Alors ce qui arrive des fois, c'est qu'on arrive à ouvrir, le régisseur général ouvre le décor ou le ferme et le régisseur adjoint fait l'ouverture ou la fermeture. Mais malheureusement, c'est quand même souvent le cas que... Non mais le vaccin contre le sommeil n'existe pas plus pour le régisseur général que pour les régisseurs de base. Excusez-moi pour le de base, mais voilà, c'est juste pour l'effet de contraste. Ça devient même de plus en plus compliqué avec l'âge. Donc oui, bon plus, voilà, ça s'arrange pas. Il faut vous protéger aussi. Pour être cynique, à la rigueur, perdre un régisseur général, c'est plus cher que perdre un régisseur. C'est du cynisme pur, hein, mais ça, voilà. Un assureur vous le dirait comme ça, hein, c'est violent, mais bon, c'est vraiment pas le sujet. Je sais pas. Et pour le coup, patient de ne pas déranger. Ce qui est pour le coup intéressant, c'est que tout le monde soit protégé et que
Moi, je crois beaucoup à l'exemplarité, c'est-à-dire que quand on demande à quelqu'un de faire un effort pour prendre soin de sa santé, si à côté on ne le fait pas, quand vous avez un chef de poste qui fume et qui demande à ses équipes de ne pas fumer, c'est très compliqué, hein. Donc bien sûr que les chefs de poste doivent aussi s'appliquer les mesures qui sont bonnes pour leurs collègues du dessous, ils doivent se les appliquer aussi, quoi. Évidemment. Voilà, ok, on a vu la partie effectivement qui est la plus importante, je pense, pour le métier de régisseur, à savoir la gestion de la fatigue et la gestion humaine des équipes. Est-ce qu'il y a, encore une fois, pour les jeunes régisseurs qui commenceraient, est-ce que vous avez d'autres choses? Alors je pense, moi, là je vois des photos, là je vois un coffret où il n'y a pas de piquet de terre, Ouais. je sais pas, de l'hygiène au niveau de la table régie, est-ce que vous avez des conseils, des préconisations? L'hygiène de la table régie, bien sûr, mais je crois que tout le monde a compris que maintenant, il fallait éviter de mettre en plein soleil les tranches de jambon, quoi. Voilà, évidemment. Je dirais que les tables régie qui sont des pourvoyeurs de niveau de diabète élevé, il faut éviter aussi. Bon, mais là, on est sur de l'hygiène. Oui, c'est important. Voilà, hein. Non, je crois que l'électricité, c'est un sujet en soi, c'est-à-dire que on a l'habitude de travailler dans la confiance à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'on installe une installation électrique foraine ou bien on utilise une installation électrique existante et en fait on sait assez peu de choses de son état et de sa conformité. Donc là-dessus, moi je vous invite vraiment là encore à prendre langue avec les électros parce que sont un peu plus sachants sur la question et donc c'est bien de se coordonner là aussi, pas trop tirer sur leurs installations, de ne pas surcharger les lignes. Et puis si ça saute, ben, c'est normal, c'est pour vous protéger. Si les disjoncteurs se mettent à sauter, c'est parce que effectivement la protection est efficace. Donc peut-être pas la peine de râler et aller leur demander peut-être de vous tirer une autre ligne proprement pour que vous puissiez vous brancher et tout ira mieux. C'est vrai que l'électricité, c'est un sujet, particulièrement en extérieur, hein, parce que la pluie, ça ne fait pas bon ménage avec l'électricité. Donc vous avez raison, oui, c'est clairement un sujet. Voilà, on a pris une petite habitude, c'est de terminer en parlant de production responsable. Est-ce que, à votre niveau, vous auriez des choses à nous dire sur la production responsable, un avis Bon, alors, c'est un peu hors champ par rapport à mes préoccupations. En tant que citoyen, évidemment, je veux dire, je suis convaincu écolo sur la question, donc il n'y a pas de sujet. Justement, comme vous visitez beaucoup de tournages, Ouais. est-ce que vous voyez une évolution des pratiques? Oui, alors il y a une pratique régie évidente, hein, on essaye d'éviter les déchets. Bon, ceci dit, moi ce qui me préoccupe, c'est que sur ces démarches, on ne vienne pas générer des effets de risque professionnels par ailleurs. C'est bien de réfléchir à quelle peinture on va employer qui soit bonne pour la planète, et il n'y a pas de débat, faisons-le. Assurons-nous que ça ne fait pas courir des risques aux salariés, qu'il n'y ait pas des produits cachés qui soient mauvais pour la santé des hommes. Alors c'est assez peu probable, si c'est bon pour la planète, mais encore une fois, on nous vend des produits écolos avec des produits allergènes dedans. Je veux dire, quand vous avez des déodorants avec des agrumes dedans, c'est allergène, donc un peu de vigilance. Et puis parfois, ça peut entraîner une activité qui n'était pas avant, hein, transporter, se déplacer d'une façon différente. Ça peut avoir un impact sur les risques professionnels, hein. Transporter des petites bouteilles d'eau ou des grosses bouteilles d'eau, ce n'est pas la même activité, ce n'est pas le même impact environnemental. Encore faut-il évaluer les deux. Effectivement, voyons l'impact environnemental, il y a un vrai défi, mais n'oublions pas non plus d'organiser ce nouveau travail, pour qu'il soit pas générateur de risques pour les professionnels qui le mettent en œuvre. Voilà, tout simplement. Moi, c'est un peu le point de vigilance. Utiliser moins de produits en l'appliquant de telle façon, très bien, mais encore faut-il que cette façon d'appliquer le produit n'expose pas le salarié du fait de cette nouvelle modalité d'exposition. On n'est pas exposé de la même façon en vaporisant ou en essuyant. Bon, voilà. C'est des exemples on ne les a pas préparés, mais voilà. Il faut bien prendre le temps de mesurer les conséquences de ces nouvelles pratiques. Exactement, ouais. Exactement. C'est primordial. Ok, bah écoutez, merci beaucoup Didier.
Voilà, j'espère que ça a sensibilisé un petit peu les régisseurs qui débuteraient à la sécurité, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est parfois laissé de côté par négligence. C'est un métier de passion. Il y a des gens aussi qui abusent de la passion des gens. Par moments, ça arrive malheureusement. On l'a, je pense, tous vécu à un moment donné. Et puis voilà, vigilance sur les choses qu'on a dit, c'est effectivement sur la conduite et électricité vraiment, parce que c'est vrai que moi j'ai vu des choses parfois qui sont complètement aberrantes. Et c'est vrai que le meilleur conseil qu'on peut donner, c'est quand on ne sait pas, bon déjà on a le droit d'apprendre, mais quand on ne sait pas, il faut se rapprocher des électros pour savoir si on a assez de puissance, si on peut mettre autant sur un prolong, si son touré, il ne faut pas le dérouler complètement parce qu'on a branché trop de choses dessus et que ça risque de faire fondre, etc. etc. Voilà. Oui. Bah, on ne peut pas savoir dans tous les domaines, donc il ne faut pas hésiter à aller questionner ceux qui savent. Alors si je dois rajouter une chose, puisqu'il y a une fin à ce petit exercice, c'est que mes coordonnées sont sur Internet, on est moderne. Non, notre site est ringard, mais bon, il évoluera. Le site, c'est cchsctcinema.org. Vous y trouverez mes coordonnées. Ceux qui sont intéressés à continuer les échanges ou qui ont besoin de renseignements ou d'informations, qui n'hésitent pas. Ma ligne est ouverte. Voilà, je suis là pour ça. Merci Didier. Bonne soirée.